Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexandre Nicollet, le président de Monsenior, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui aide à l'hébergement des personnes en perte d'autonomie. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'essor des trottinettes électriques en France. Comment les intégrer à nos villes? Sont-elles vraiment une solution de décarbonation? On répondra à ces questions tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Bubble It, propose une solution pour faire soi-même son eau pétillante sans cartouche de CO2 et sans machine. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Alexandre Nicollet, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le président de Monsenior. Vous l'avez créé en juillet 2019. Racontez-moi, c'était quoi le déclic, l'idée de départ? En fait, l'idée de départ est assez simple. On est deux trentenaires qui souhaitent en fait s'investir dans le champ du bien vieillir. Et on est parti en fait d'une responsabilité qu'on sentait en nous, c'est accompagner les plus vieilles générations. Et donc on est parti en fait d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial pour personnes âgées. Ouais. Et en fait, c'est un dispositif qui a plus de 30 ans en France, qui permet à des professionnels accueillants d'héberger et d'accompagner chez eux des personnes en perte d'autonomie. Et on s'est dit, mais pourquoi ce dispositif n'est pas plus développé? Parce qu'il nous paraissait vraiment un dispositif assez merveilleux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux freins. Et donc, on a créé la structure Monsenior à ce moment-là pour venir lever les freins et développer une solution de prise en charge de personnes. Alors, justement, quel service vous proposez? Comment ça marche? Alors, en fait, Monsenior est une solution de prise en charge assez simple qui repose sur 3 piliers majeurs. D'abord, l'accueillant, le professionnel accueillant, qui est un professionnel de santé agréé par le conseil départemental. Et donc, son métier, c'est d'héberger et d'accompagner ces personnes à son domicile. Ensuite, les personnes accueillies sont soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap, qui peuvent être plus ou moins autonomes. Et puis, le troisième pilier qui est vraiment important, c'est la maison Monsenior. En fait, c'est une maison individuelle dans laquelle il fait bon vivre, qui est adaptée à la perte d'autonomie et qui est aussi adaptée au métier de l'accueillant familial. Donc, c'est encore un modèle, c'est à la maison, c'est soit les gens accueillent chez eux, soit il y a cette maison Monsenior. C'est ça, pour bien comprendre. Voilà, le modèle aujourd'hui, c'est les personnes habitent dans la maison Monsenior et accueillent dans la maison Monsenior. Donc, en fait, dans cette maison, il y a un accueillant, le professionnel du prendre soin, qui habite avec sa famille et qui héberge jusqu'à 3 personnes âgées. D'accord. Quelques chiffres, création, donc je l'ai dit en 2019, 20 salariés en octobre de cette année, 300 proches aidants accompagnés, et votre territoire d'implantation, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc il y a ce choix du modèle économique, vous êtes une entreprise agréée ESUS, donc on est dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce choix? En fait, dès le début, notre volonté, c'était de vraiment maximiser l'impact social. Et donc, dans même les statuts de la structure, on a choisi des statuts qui nous engageaient, notamment à une lucrativité limitée. Finalement, cet agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, ça vient montrer que l'objectif principal de la structure, ce n'est pas la lucrativité, mais c'est l'impact social. Et d'ailleurs, pour vraiment vérifier cet impact social, chaque année, on fait une mesure d'impact auprès de nos bénéficiaires pour s'assurer que les services de Monsenior ont bien de l'impact positif dans leur vie. Et cet impact, en fait, il est à plusieurs niveaux. Ouais. Il est auprès des bénéficiaires. On offre une solution qui est plus chaleureuse, plus joyeuse, qui est aussi plus abordable. Mais c'est aussi auprès des métiers du prendre soin. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en crise. Il y a plus de 50 000 postes à pourvoir dans les métiers du prendre soin. Et nous, aujourd'hui, on vient proposer des conditions de travail, un environnement chaleureux qui nous permet vraiment de dynamiser cette filière et puis une rémunération bien plus décente. Aujourd'hui, un accueillant familial Monsenior est rémunéré en moyenne 4 000 € par mois, là où en établissement, c'est beaucoup moins. Donc on vient leur apporter ces conditions de travail. Ça veut dire que vous avez moins de difficultés de recrutement que les autres professionnels de ce secteur? Exactement. Par ce cadre de travail, par cette rémunération, en fait, là, pour vous donner quelques chiffres, sur les premières maisons Monsenior qui vont sortir dans l'Ain, pour chaque maison, on a eu plus de 50 candidatures pour intégrer une maison. Donc aujourd'hui, on a vraiment des profils de personnes plutôt jeunes qui ont vraiment cette vocation de se mettre au service des fragilités, qui veulent avoir un métier qui a du sens, où l'humain est au cœur de tout ça, et en plus,
Ils veulent habiter dans ces maisons qui sont au cœur de la ruralité, mais en même temps au cœur des villages. Ouais. Et on parlait d'impact. Il y a un autre impact aussi important, c'est la revitalisation des territoires. Les maisons Monseigneur sont construites au sein de hameaux, de 3 maisons Monseigneur autour d'un jardin partagé qui sont au cœur des villages. Parce que c'est là où il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des difficultés pour trouver des solutions. Et donc, on vient créer ces hameaux qui sont ouvertes sur la commune. Ouais. Et ça permet aussi aux associations de la commune de venir dans les hameaux pour proposer des ateliers, pour aussi faire des animations. Ouais. Vous en avez ouvert combien déjà ? Il y a différents sites Alors aujourd'hui, le premier site va sortir début 2023. D'accord. Et en 2023, à la fin de l'année, on aura livré 25 maisons Monseigneur. Toujours dans cet environnement très rural. Exactement. Toujours implanté au cœur des villages, toujours à proximité en fait de centres de villages, voilà, pour redynamiser ces territoires. Est-ce que c'était effectivement des parts du territoire français qui passaient un peu sous les radars du secteur de la prise en charge et de l'autonomie ? Effectivement, aujourd'hui, une personne âgée qui habite dans un territoire plutôt rural va devoir trouver une solution plutôt à 50 km de chez lui. La philosophie de Monseigneur, c'est de créer un maillage territorial pour que demain, une personne âgée puisse vieillir soit dans son village, soit dans le village juste à côté, dans une maison Monseigneur, et pouvoir continuer à aller à la boulangerie où il est toujours allé. Ouais. Comme ça ne déracine pas. Ouais. Est-ce que vous avez des aides des collectivités locales ? Alors, des mairies rurales, petits villages, c'est peut-être un peu compliqué, mais éventuellement au niveau départemental ou des communautés de communes, par exemple. Alors, en fait, au niveau des communes, on a un vrai soutien parce qu'on vient créer des places d'hébergement pour les personnes âgées de la commune. Oui, mais les petits villages n'ont pas un budget faramineux. Donc, Non, aujourd'hui, nous, on a créé un modèle justement qui ne s'appuie pas sur des finances publiques. D'accord. C'est vraiment un modèle économique qui est autonome, Qui est pérenne. avec une contribution du bénéficiaire. Mais nous, on a réussi en fait, à créer des partenariats pour venir réduire le plus possible le reste à charge pour le bénéficiaire. Aujourd'hui, en accueil familial Monseigneur, on a un reste à charge qui est environ entre 20 et 30% moins cher que l'EHPAD. Et ça, on le fait grâce notamment aux groupes de protection sociale, type Malakoff, Humanis, Clésia, qui sont des organismes qui souhaitent vraiment investir en faveur du bien vieillir. Pour les accueillants, vous nous dites donc c'est une famille qui s'installe dans la maison Monseigneur. Ils sont rémunérés comment c'est leur métier Exactement. En fait, le métier d'accueillant familial est un métier très, très encadré. C'est vraiment un cadre juridique très précis où en fait c'est un professionnel indépendant. C'est un professionnel indépendant et c'est vraiment son métier, c'est de faire cet hébergement et cet accompagnement. Lui, il est rémunéré par la personne accueillie et donc il a une rémunération, mais il a aussi des charges en face parce qu'il va s'occuper aussi des repas, il va s'occuper de l'entretien du linge. Donc comme je disais tout à l'heure, et c'est important de l'avoir en tête, aujourd'hui un accueillant est rémunéré en moyenne 4 000 € par mois, ce qui, pour un métier du prendre soin, ce qui est assez important. En même temps, c'est un métier lourd puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est là où Monseigneur va apporter un service de soutien aussi à l'accueillant en proposant des solutions pour le remplacer, pour qu'il puisse partir en vacances. Nous, on a des salariés remplaçants qui vont venir le remplacer chez lui pour qu'il puisse prendre du repos. Ce modèle, je reviens à ce modèle économique, l'agrément ESUS. Comment on l'obtient et puis surtout, comment on le garde ? Est-ce que c'est remis en cause régulièrement ou est-ce que c'est dans les statuts de l'entreprise, donc on est ESUS pour la vie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends bien. En fait, d'abord, nous, on a pris ces engagements dans nos statuts. Au-delà de l'agrément ESUS, c'était nos statuts. Et en fait, après, on a présenté nos statuts. C'est les préfectures qui délivrent cet agrément et ils vérifient que ces engagements sont toujours bien tenus. Et en fait, tous les 2 ans, ce contrôle est réalisé pour s'assurer que les engagements sont toujours là et on renouvelle l'agrément comme ça. Et en fait, on a aussi un comité en interne qui reprend toutes les parties prenantes, même des personnes âgées qui en fait, peuvent vérifier que la stratégie de l'entreprise est bien conforme à l'utilité sociale de Monseigneur. Quand on parle donc des personnes qui vont s'installer dans ces hameaux et qui vont profiter des maisons Monseigneur. Si on dézoome un peu le secteur de l'autonomie, vous nous disiez c'est parfois des personnes âgées, c'est parfois des personnes en situation de handicap. C'est combien de Français qui sont concernés et alors là, on parle un peu business. C'est un marché potentiel de combien de personnes Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de personnes âgées et dans ces personnes âgées, on en a un peu plus de 600-700 000 qui sont en perte d'autonomie, donc ont un besoin d'accompagnement au quotidien. Depuis des années, on a fait le choix un peu du tout EHPAD, donc même des personnes qui sont
en perte d'autonomie, on va dire modérée, sont en EHPAD. Aujourd'hui, plus de 40% des personnes en EHPAD n'ont pas besoin d'un établissement médicalisé. Et en fait, c'est ces personnes-là à qui on s'adresse. C'est-à-dire que ces personnes-là, on leur dit, vous avez surtout besoin d'accompagnement au quotidien, mais vous avez besoin de garder du lien social. Et en fait, dans une maison Monseigneur, vous allez pouvoir retrouver ce lien social. Et aujourd'hui, on a des exemples de vie qui sont assez incroyables, de personnes qui étaient en EHPAD, qui rentrent dans une maison avec un accueillant familial, et en fait retrouvent une forme d'autonomie. Pourquoi ? Parce qu'ils retrouvent du lien social et puis ils retrouvent une utilité au quotidien. C'est-à-dire que l'accueillant l'attend pour partager les repas, pour préparer les repas, pour aller se balader. Il y a une vraie interaction, une vraie utilité au quotidien. Donc voilà, ce chiffre de 2 millions de personnes. Et puis un autre chiffre important, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 11 millions de proches aidants. Les proches aidants sont ceux qui aident un proche en perte d'autonomie. Ces personnes-là, ils ont été un peu oubliés depuis des années, alors que ça a un impact énorme sur leur vie. Et donc là, nous, on vient aussi proposer des solutions de répit pour ces proches aidants. C'est-à-dire qu'on organise aussi des séjours plus courts pour leur proposer un peu de repos. Merci beaucoup, merci Alexandre Nicolet, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les trottinettes électriques au programme. Le débat de ce Smart Impact avec Jocelyn Louméto, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité. Puis avec nous en duplex, en visioconférence, Karim Tarzaïm, qui est le président de Célérifère. Bonjour à vous aussi. Peut-être une présentation de cette fédération de la micro-mobilité. Quand, par qui, pourquoi elle a été créée ? C'est quoi le principe ? La FP2M existe depuis 5 ans maintenant, donc on est très très jeune et on est une petite structure. Mais par contre, nous avons à peu près une cinquantaine d'adhérents qui tous ont un intérêt économique sur le développement des micromobilités. Donc ça va être des importateurs, des fabricants, ça va être des revendeurs, des grosses enseignes, ça va être des assureurs, des startups de la formation, des startups de la réparation. À partir du moment où on a un intérêt économique, notre rôle à nous, c'est d'accompagner toutes ces entreprises-là dans l'encadrement des différentes pratiques. L'exemple simple, c'est on a développé un label qualité de service pour les magasins de vente de trottinettes électriques, un label de qualité de service dans les ateliers de réparation. Donc tout ça, ça aide à encadrer la profession. Et à côté de ça, évidemment, notre rôle, c'est représenter la filière auprès des autorités et auprès de l'écosystème d'une manière générale. Mais quand on parle de micro-mobilité, bon là on va beaucoup parler de trottinettes dans ce débat, mais il y a aussi d'autres modes de transport. Bon, après la trottinette c'est 80% du marché de la micro-mobilité. Ouais. Mais derrière on va mettre ce qu'on appelle des cyclomobiles, ce qu'on appelle des gyroroues, même le skate électrique, même si ça reste des marchés de niche, et on va dire pour des passionnés, mais tout ça, ce sont des modes de déplacement sur lesquels nous, on a quelque chose à dire. Et au sein de la trottinette électrique, il y a différents modes, autant la partie location, B2B, le free floating, l'engin personnel, bien sûr, et puis des engins un peu plus costauds, par exemple, pour faire de la balade dans la montagne et autres. C'est vraiment extrêmement diversifié. Oui, ça se diversifie de plus en plus. Karim Tarzaïm, c'est Célérifère, c'est une marque vendéenne, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une marque vendéenne qui a été créée il y a 3 ans, en juillet 2019, où on a mis un peu de temps à la créer, parce qu'on attendait surtout de savoir si la mobilité, en tout cas la micromobilité et les trottinettes électriques ne seraient pas interdites en France, puisqu'à l'époque, justement, il y avait pas mal de débats sur le sujet. Donc c'est une société qui a vocation à fabriquer de la mobilité douce au global, parce que notre premier produit, c'est la trottinette électrique, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'étendre le projet à ce qu'on appelle un cyclomobile et à du vélo, mais toujours avec une forte, des fortes valeurs sociales et environnementales, puisque mon constat de l'époque, ce qui m'a impulsé à créer cette marque, c'est de me rendre compte que j'achetais beaucoup de produits importés et puis pas forcément avec la fiabilité ni l'ergonomie que j'attendais sur un véhicule de ce type. Et donc, on va rentrer dans le détail, évidemment, notamment de l'éco-conception de vos trottinettes. Un chiffre pour alimenter ce débat, plus 42% de hausse des ventes de trottinettes électriques en France. Alors ça, c'était entre 2020 et 2021. Jocelyn Louméto, la tendance, elle continue, voire elle s'accélère cette année ? Oui, on va être dans le même train de entre 30 et 35% en volume. On se pose des questions. Là. La seule question qui va se poser, c'est parce qu'il y a aussi le prix de vente moyen qui monte. Ça veut dire que les gens, quand ils renouvellent, on a à peu près un tiers de renouvellement des utilisateurs par an. Et là, dans 80% des cas, ce sont des gens qui montent en gamme. Donc très clairement,
on commence par une petite trottinette pas chère et ensuite on monte en gamme. Après, il faudra voir cette année si le coût de l'inflation, l'augmentation du prix des carburants va impacter, par exemple, le prix de vente moyen. Parce que les volumes, ça continuera à monter. Oui, mais ça peut aussi être un accélérateur du phénomène. C'est-à-dire la hausse des prix du carburant, ça va inciter pas mal de Français à passer aux mobilités, aux micromobilités. On le voit sans aucun doute, mais il ne faut pas oublier que 49% des acheteurs de trottinettes électriques, ce sont des CSP-. Et c'est 49% plus 12-13% qui sont des inactifs, donc étudiants et chercheurs d'emploi. Ceux qui sont le plus frappés bien sûr, par l'augmentation du coût de la vie. Et donc, est-ce que ça ne va pas pousser les gens à aller acheter un peu moins cher parce qu'ils n'en ont pas les moyens? Dans tous les cas, c'est clairement une mobilité qui les touche. Et ils vont en acheter de plus en plus. Après, il faut voir dans quel sens va évoluer le marché. Ouais. Karim Tarzaïm, en quoi elles sont un peu différentes des autres, vos trottinettes célérifères? Donc je disais éco-conception, ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est d'abord beaucoup de bon sens, c'est-à-dire c'est partir du constat des produits existants qui, par exemple, quand vous en achetiez une il y a 5 ans, vous aviez, au bout de 6 mois, si le modèle changeait, vous n'avez pas de pièces détachées, donc il n'était pas possible de la réparer. Donc la première des choses, c'est d'abord du bon sens, l'éco-conception, c'est d'avoir un véhicule qui peut être réparable et durable. Et donc dans l'intérêt dans cet objectif, l'idée c'est de ne pas utiliser ce qu'on appelle des procédés spéciaux définitifs, donc du soudage, du collage ou effectivement de la mécanique qui ne permet pas le démontage. Et après, c'est de mesurer l'impact environnemental de son produit. Alors nous, on l'a fait avec du bon sens paysan, parce que vous pouvez faire d'une analyse de cycle de vie et tout ce qui est proposé par plein d'organismes, mais ça vous coûte entre 10 et 20 000 euros. Et il y a déjà des choses simples qui sont à faire, c'est-à-dire faire du local, commander les pièces le plus proche de où vous fabriquez, utiliser des outils de montage simples, parce que ça permet l'inclusion, utiliser à plus de personnes de monter et de maintenir soi-même le produit, et puis surtout utiliser des matières qui sont, on utilise des plastiques recyclés en fabrication additive, issus d'une filière de recyclage locale. On récupère des chutes de cuir qui allaient avant à la poubelle, qu'on regaine pour faire nos poignées d'une entreprise locale. La planche en bois, forcément, on est sur un lettre des Vosges, donc on essaie déjà d'utiliser du bon sens avant de faire des calculs scientifiques. Mais ça veut dire que vous réussissez à produire une trottinette 100% française, ou il y a quand même des pièces qui viennent d'ailleurs? Non, alors on subit à notre niveau, parce que je n'avais pas les moyens de mettre 1 milliard d'euros dans une filière de fabrication de batteries. Là, les points bloquants qu'on a, c'est des problèmes sûrement financiers d'investissement, c'est-à-dire la batterie française. C'est pas encore le cas, elle est en train d'être imaginée, mais j'ai plein de fournisseurs qui me proposaient des batteries françaises, par exemple, mais en fait, le cœur du réacteur, c'est la cellule. Les cellules, elles sont produites tout en Asie. Donc notre produit, il est à peu près à 70% français et européen, on va dire, mais plutôt français, même plutôt local. Et ce qu'on n'a pas trouvé en France pour des problèmes d'investissement et de moyens, on l'achète sur étagère. Et comme on n'a pas de sous, on est parti, nous, d'un kit de vélo qu'on a modifié électriquement pour pouvoir l'adapter sur la trottinette. Et du coup, ce kit, on est en train de réfléchir à le déployer sur 2 autres produits, ce qui permettra d'avoir une seule batterie pour plusieurs véhicules. On parlait des pièces détachées, de la réparabilité, du fait de pouvoir allonger le cycle de vie d'un modèle. Jocelyn Loumetto, sur les pièces détachées, tiens, est-ce que, donc on comprend bien, il y a une hausse des ventes qui est continue. Est-ce que c'est un secteur qui souffre d'une pénurie ou en tout cas de difficultés à se produire des pièces détachées? Oui, mais ça, on va dire que c'est la tendance normale d'un marché où, au départ, les premiers acteurs ont pensé surtout à vendre avant de penser à la SAV. Et je peux vous dire que petit à petit, le marché, on va dire, se nettoie naturellement de tous les acteurs qui n'ont pas pensé à ça. Aujourd'hui, vous allez chez les gros faiseurs, je veux dire la grande distribution, les généralistes, ils vont aller sourcer des engins sur lesquels, effectivement, ils ont une garantie qu'il y aura la disponibilité des pièces de rechange. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, par exemple, on m'a posé la question par le ministère de l'économie, quid du secteur de la réparation? Est-ce que ça existe? En 2019, honnêtement, j'ai ouvert les yeux en disant non, pas à ma connaissance. Et moins d'1 an et demi plus tard, j'avais 5 adhérents qui ne faisaient que ça, la réparation. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un besoin aujourd'hui qui existe. La montée en gamme pousse aussi à la réparabilité. Il y a 2 décrets qui vont sortir l'année prochaine pour renforcer en fait les obligations de mise à disposition des pièces détachées, leur existence pendant 5 ans après la mise sur le marché des engins. Donc, naturellement, ça va nettoyer les acteurs qui ne pensent pas à ça. Et c'est en train de se faire de façon très forte. C'est aussi notre rôle. Il y a les premiers qui arrivent, ceux qui ont vu la lumière, et ensuite il y a les gens qui veulent durer.
Il y a un autre enjeu évidemment lié à cette multiplication des trottinettes, Jocelyn Loumetto, c'est la question de leur place dans nos villes. On a parfois le sentiment d'une circulation anarchique, alors pas seulement à cause des trottinettes sur les trottoirs, les couloirs de bus. Est-ce qu'il faut clarifier les règles ou est-ce qu'il faut simplement les appliquer en fait? En fait, il faut les appliquer. Ouais. Les règles, elles sont extrêmement précises et extrêmement fermes en fait. Il y a des amendes pour tout, il y a des règles pour tout. Et c'est vrai que ce qui est un peu déstabilisant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de complaintes, alors qu'on a mis en place une réglementation en 2019 qui est extrêmement sévère, et qu'à côté de ça, vous imaginez bien que si on ne sanctionnait pas les automobilistes qui ne mettaient pas la ceinture de sécurité, on aurait un problème. Aujourd'hui, il y a deux choses. Un, la pédagogie, c'est nouveau. Parce que ça fait 3-4 ans. Donc à un moment, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer. Le nombre de fois où on va en opération de sensibilisation, on explique aux gens que l'assurance est obligatoire sur une trottinette, et ils le découvrent en ouvrant les yeux, en disant ça fait 3 ans que j'ai une... Je ne le savais pas. Ouais. En plus, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Mais ça, c'est aux vendeurs de... Ça fait partie de leur travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. On est d'accord. Ça fait, nous, les adhérents qu'on a, on met à disposition tout un tas de choses pour pouvoir informer le client. Effectivement, les premiers qui sont en contact client, ce sont les revendeurs, qui doivent donner cette information-là. Mais ensuite, il y a tout le travail de pédagogie que doivent faire les assureurs, les pouvoirs publics. Donc, expliquer. Aujourd'hui, par exemple, l'accidentologie, dont on parle beaucoup, on a 65% des accidents qui sont des chutes. Ce ne sont pas des collisions, ce sont des chutes. Et à peu près 48% de ces chutes arrivent les 6 premiers mois d'utilisation. Donc, on sait aujourd'hui que le principal élément d'accidentologie d'une trottinette électrique, c'est le manque de maîtrise. Ce sont des gens qui se prennent des gamelles. Très concrètement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas en fait. Mais alors c'est quoi? Faut une mini-formation? Il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens qu'une trottinette, ça se prend en main, ça s'apprend. Il faut pousser, il y a de plus en plus de start-up qui font de la formation là-dessus, sur les trottinettes électriques et autres. Donc pour nous, c'est important, avant de vouloir rajouter des règles aux règles, de se dire, il faut accompagner, parce que c'est nouveau et que c'est normal. Il y a d'abord de la pédagogie et de l'accompagnement. Ensuite, il y aura toujours 20% du luberlu où c'est de la civilité. Pour cela, il faut mettre des amendes parce qu'il y a un barème qui existe. Et évidemment, et appliquer la loi. Karim Tarzaïm, je termine avec vous sur peut-être les perspectives d'une entreprise comme la vôtre. Comment vous vous situez sur le marché? On parlait des prix, on parlait du profil des clients. Le fait d'avoir une trottinette française, est-ce que vous êtes un peu plus cher forcément ou pas? Ah oui, bien sûr, on est forcément plus cher. Le salaire moyen d'un Asiatique, un Chinois pour ne pas les citer, est 50 fois inférieur à celui d'un Français. Malgré tout, on ne vend pas notre trottinette 50 fois plus cher qu'un véhicule qu'on trouve importé, fabriqué là-bas et vendu dans les magasins français. Par contre, effectivement, on s'est positionné plutôt sur un créneau qui est le vélo électrique pliant. Pour nous, on considère que notre trottinette, c'est un moyen multimodal. Ce n'est pas une trottinette qui est faite pour aller à 80 sur le périph', comme vous avez peut-être pu voir vers chez vous. Nous, c'est vraiment un véhicule qui doit rester sous une certaine dimension pour pouvoir rentrer dans des coffres, rentrer dans des transports en commun, afin de simplifier le dernier kilomètre des gens. Donc nous, notre concurrent à nous, ce qu'on peut appeler ça, c'est les autres véhicules pliables. Et donc, forcément, on se positionne dans un vélo. On a pris une gamme de prix d'un vélo électrique pliable made in France qui tourne autour de 1 500 à 2 000 euros. Et donc, forcément, on ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pourquoi, nous, notre cible principale, c'est le B2B. Beaucoup, merci d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Antoine Gillin, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Bubble It, créé en 2020 avec Jean-Michel Ginèbre. C'est quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Alors Jean-Michel et moi, donc on est 2 amis dans la vie. Ça fait déjà un moment qu'on est associés sur d'autres affaires. On est des gros consommateurs d'eau pétillante, l'un comme l'autre. Lui, chez lui, il a une machine. Je ne sais pas s'il peut citer la marque de sa machine pour fabriquer de l'eau avec l'eau du robinet. Ouais. Moi, mon épouse et moi, on est des gros consommateurs d'eau en bouteilles plastiques. Et à un moment donné, on s'est dit, comme beaucoup de gens, je suppose, que tout ça n'est pas très écologique. Par les temps qui courent, le plastique est un vrai sujet. Et la praticité des machines est aussi un sujet pour mon associé, sans doute pas mal de gens. Et donc, un jour, en utilisant un cachet effervescent dans un verre pour soigner une petite migraine, on s'est dit, mais... C'est fou comme l'effervescence produit du CO2, du gaz, et que personne n'a pensé à le capturer pour en faire de l'eau pétillante, tout simplement. Donc détourner cette fonction de dispersion
voilà, d'un cachet, la détourner au profit d'une boisson. Donc c'est de l'eau pétillante, mais sans machine et sans cartouche de CO2. Ni cartouche de CO2, ni bouteille en plastique. Ni bouteille en plastique, qui est quand même un enjeu majeur. Mais alors, question de Béotia, comment se créent les bulles, quoi? Et est-ce que vous réussissez à avoir une eau pétillante suffisamment pétillante? C'est une question de base, quoi. Comment est notre bulle? Oui. C'est ça. Donc effectivement, le principe est très simple. On utilise deux réactifs qui ensemble génèrent du CO2. C'est du bicarbonate d'un côté. Alors nous, on a choisi un bicarbonate qui est bon pour la santé, qui est celui du potassium. Et vous l'associez ou vous le faites réagir avec de l'acide alimentaire. Nous, on a principalement de l'acide malique dans notre formule. Et ces deux ingrédients mis ensemble dans l'eau produisent immédiatement du CO2. Et donc, en fait, après à peu près 1 minute de réaction dans une bouteille qui doit être hermétiquement fermée, attention, parce que la pression fait évidemment buller fort. Après une minute environ, vous avez une eau pétillante dont la bulle est fine, mais néanmoins très présente. Et elle reste présente dans la bouteille suffisamment longtemps? Parce que ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre. Vous avez raison. En fait, là, on a douté de ça avant de se lancer. Et à l'expérience, on voit que ça se comporte exactement comme une eau pétillante classique, qui a la même intensité de bulle au départ. C'est-à-dire que plus vous l'ouvrez, plus vous la servez, moins le gaz est présent, ce qui est normal. C'est logique. Mais si vous l'enfermez pendant 3 jours dans votre frigo sans y avoir touché, le 3e jour, elle est comme au premier. Il y a eu, donc vous avez créé l'entreprise en 2020, mais il y a eu beaucoup de recherche et développement, d'itérations pour arriver au résultat actuel? Absolument. En fait, le gros enjeu pour nous, ça a été de créer une eau pétillante, non pas qu'il y avait une bulle suffisamment présente, ça c'était assez facile, mais dont le goût, l'organoleptique, comme on dit techniquement, était suffisamment, je dirais, discret pour plaire au maximum de consommateurs. Et donc on a lancé une première version qu'on a testée grâce à une campagne sur Ulule. Je ne sais pas si je peux citer une plateforme de crowdfunding, qui nous a permis de toucher plus d'1 millier de consommateurs à l'époque. Et d'avoir leur retour d'expérience. D'accord. Ça nous a poussé à améliorer le produit. C'était quoi? Trop salé, trop ci, trop ça? Absolument. En fait, au début, pour être franc, on utilisait du bicarbonate de sodium. Et donc, c'est ce qui donne le goût salé à la chose. Donc, on s'est dit, si on changeait. Et donc, on a lancé une deuxième formule modifiée, mais qui n'était pas encore tout à fait à la hauteur. Donc tout ça c'est 4 ans de R&D pour arriver à la version qu'on a lancée en septembre et qui commence à être présente d'ailleurs dans quelques magasins. Mais oui, alors j'allais vous poser cette question puisque vous êtes référencé dans les enseignes du groupe Casino, c'est ça? Absolument, vous êtes bien renseigné. Oui, on est depuis septembre, petit à petit, on se répand dans un certain nombre de super et d'hypermarchés, des enseignes Casino, Monoprix et Franprix. Voilà. Et donc le développement de l'entreprise, qui est encore une toute jeune entreprise, quelles sont les perspectives de développement? On va terminer là-dessus. Alors, Bubble It, c'est donc un produit dont le principe pour nous est à l'évidence l'avenir de la consommation de l'eau pétillante, en tout cas une bonne partie de l'avenir. Donc la question c'est pas est-ce que ça va marcher, mais quand? Et la deuxième question derrière, c'est est-ce que c'est nous qui bénéficieront de ce succès ou pas? On a envie que ce soit nous. Du coup, l'année prochaine, notre objectif, c'est d'accélérer notre développement, à la fois en France, dans plusieurs canaux de distribution, et à l'étranger. Merci beaucoup, Antoine Gillin, et bon vent à Bubble It. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!